Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, 2 candidats au sénatorial pour nos invités, Gamal Hossein Bux, d'Hiver Droite, et Jocelyn Otinoé, sans étiquette. Nous parlerons bien sûr des sénatoriales, des questions qui vont revenir pour les 2 candidats et des questions un peu plus personnelles selon leur parcours politique. Faire son marché sans bouger de chez soi, c'est Vanessa qui nous en parle dans quelques instants. Et puis le vibrant plaidoyer féministe d'Emma Watson, Théani, nous en dit un petit peu plus. On vous parlera également de la toute nouvelle émission que vous verrez ce soir à 20h15, présentée par Laetitia. Nouveau visage également sur ATG, ça s'appelle Attitude Mag. Voici le programme du rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal tout en images. Neuvième jour de grève pour les pilotes d'Air France. Aujourd'hui encore, toutes les liaisons avec les Antilles et la métropole ont été annulées. Une situation qui pénalise les voyageurs mais aussi les professionnels du tourisme. Cet hôtel de Cayenne ne reçoit cette semaine que 2 ou 3 clients, contre 20 à 25 à l'accoutumée. L'impact est très fort. Je pense qu'on a perdu 80 à 90% de nos clients grâce à ces messieurs pilotes d'Air France qui sont extrêmement bien payés et qui mettent en danger l'économie locale. Je pense que toute l'économie des DOM-TOM est touchée par cette grève. Depuis le début du mouvement social des pilotes d'Air France le 15 septembre dernier, un nombre important de chambres d'hôtel restent vides. Un cas qui n'est pas isolé. Dans cet autre établissement du chef-lieu, 2 tiers des annulations sont dues à cette grève. Au bord de la piscine ou dans le salon, les vacanciers se font attendre. L'hôtel est directement impacté avec cette grève. On a eu un peu moins d'une centaine d'annulations dues à cette grève justement. Alors on espérait qu'il y ait pas mal de recouches pour rééquilibrer avec les annulations, mais finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup d'annulations et très peu de recouches. Les gens ne viennent pas mais ne recouchent pas à l'hôtel forcément. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Le préavis de grève a été prolongé jusqu'au 4 octobre prochain. En France, 178 sénateurs s'apprêtent à remettre en jeu leur mandat. Les sénateurs forment avec les députés l'ensemble des parlementaires français. Ces premiers, au nombre de 348, se réunissent au Palais du Luxembourg à Paris. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Les grands électeurs les désignent pour des mandats de 6 ans renouvelables, pour moitié tous les 3 ans. On a souvent parlé du Sénat comme d'une assemblée un peu inutile, et c'est tellement vrai qu'en 1969, il faut se rappeler que le général de Gaulle voulait non pas supprimer le Sénat, mais le réduire simplement à une assemblée consultative. Le référendum qu'il avait fait voter à cet égard a été rejeté, mais il faut quand même reconnaître que le Sénat participe à l'activité législative, et je devrais dire participe beaucoup à l'activité législative lorsqu'il s'agit notamment des collectivités territoriales. Le sénateur, comme le député, est un législateur. Il propose et vote des propositions de loi et prend part à l'ensemble des débats législatifs lors des sessions dans l'hémicycle. Il dispose de nombreux outils pour mener à bien sa mission. Il peut poser des questions écrites aux ministres qui répondent dans le journal officiel ainsi que des questions orales lors des sessions réservées à cet effet. Mais c'est surtout à travers son droit d'amendement que son initiative législative s'exprime le plus régulièrement. La France, c'est un pays qui a plus de 36 700 communes. Donc le Sénat, qui est le représentant du monde rural, le représentant des communes, participe beaucoup à l'activité législative, même s'il n'a pas le dernier mot, et défend en particulier les collectivités territoriales. Les sénateurs ont aussi une fonction très importante de contrôle de la loi et de l'action du gouvernement. Ce contrôle s'exerce en séance publique et de façon permanente, lors du travail des commissions et des délégations du Sénat. Lorsqu'ils ne sont pas dans l'hémicycle, les sénateurs se rendent dans leur circonscription pour coordonner leur action avec celle des élus locaux dans le meilleur intérêt des populations. En effet, les sénateurs sont avant tout des représentants des collectivités locales, des élus et des citoyens. 0,5% par an, c'est le pourcentage d'augmentation des prix à la consommation sur la période mai 2013 à mai 2014. Alors qu'une grande partie des produits proposés sur le marché guyanais sont importés, on arrive bien souvent jusqu'à un pourcentage pouvant atteindre 40% en plus du prix d'origine. Alors, en août 2014, les prix à la consommation en Guyane sont stables. Cette stabilité provient principalement de la baisse des prix de l'alimentation et de la hausse relative des services
et de l'énergie qui augmente de plus 3%. Il s'agit d'un indice qui compare le niveau des prix moyens des produits consommés par les ménages guyanais entre 2 mois. Malgré une baisse globale des prix sur l'alimentation, d'autres marchés consomment plus, comme la communication qui aujourd'hui subit une grande augmentation. Une inflation qui se répercute sur les ménages guyanais, mais à différents niveaux. L'inflation touche les ménages de façon différente. Le premier poste de dépense des ménages les moins aisés, c'est l'alimentaire. Ensuite vient le logement et ensuite le transport. En revanche, pour les ménages les plus aisés, le premier poste, ce sont les transports. Donc on voit bien sur la structure de consommation, lorsque les prix de l'alimentation augmentent, ça touche plus les ménages les moins aisés. Malgré une certaine stabilité depuis quelques mois, aujourd'hui encore, la Guyane n'ayant pas un marché étendu en Amérique du Sud, subit les augmentations des produits qu'elle importe depuis l'Hexagone. Depuis le 10 mars, une cafétéria est ouverte sur le site Troubiran de l'Université de Guyane. Situé dans le nouveau bâtiment de la vie étudiante, cet espace cafétéria-brasserie propose tout au long de la journée des boissons, viennoiseries et petits plats. Un équipement très attendu par l'ensemble de la communauté universitaire qui vient compléter les services proposés sur ce nouveau campus en plein développement. Et ça permet d'échanger, puis de connaître un peu mieux les filières. Et je trouve que la cafétéria, c'est un moment où on déjeune et tout. Donc ça, c'est même à bibliothèque par exemple, mais en déjeunant, on parle plus de ce qu'on a en commun et tout. Depuis la terrasse, la vue sur Cayenne et sur les nouvelles infrastructures du campus est panoramique. Ainsi, à plus de 8000 km de la métropole, le réseau des œuvres évolue et se modernise pour répondre aux attentes des étudiants des départements d'outre-mer. Si les étudiants sont contents d'avoir un lieu pour déjeuner, ils reprochent un manque de diversité des repas. Sandwich, frites, merguez, voilà ce qui leur est proposé tous les jours, bien loin des repas équilibrés. Les tarifs sont abordables, mais au niveau du menu, je pense qu'il faudrait élargir. Car depuis quelques mois, on a tendance à avoir les mêmes menus et à la longue, ça devient lassant. Et on a beau faire des réclamations et on va toujours sur la construction du restaurant qui, comme vous le voyez, n'aura pas lieu d'aussitôt. On a besoin de la cantine pour manger. On ne peut pas se permettre de manger des sandwichs et des frites tous les jours. Les prix sont abordables et conviennent à tous. Mais il serait aussi intéressant que les menus soient élaborés directement par le Crous basé en Guyane plutôt qu'à des milliers de kilomètres aux Antilles. De retour sur le plateau du Rendez-vous de l'Info avec notre premier invité, candidat au sénatorial, Jocelyn Autinoé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Vernet. Vous êtes candidat sans étiquette. Je me rappellerai toujours Antoine Karam dire « Je n'aime pas les sans étiquette ». Qu'en pensez-vous? Non, mais c'est la liberté d'opinion. Nous sommes en démocratie. Monsieur Karam peut émettre les jugements qu'il veut. Ça me laisse un peu indifférent. Pour lui, un sans étiquette, il n'y a pas de structure derrière, il n'y a pas de parti fort derrière. Oui, c'est sa manière de penser. Les partis, on peut sauter sur place comme un cabri en criant les partis. Les partis, ce n'est pas les partis. Le parti, ce n'est jamais qu'une structure. Ce sont les hommes qui guident les partis. Et donc, peut-être qu'il faudrait s'interroger sur la faiblesse de ces hommes qui dirigent les partis. Vous n'êtes dans aucun parti politique. Ce n'est pas un peu compliqué pour avoir le soutien, là, du coup, des grands électeurs? Non, parce que je cherchais, et surtout que je crois connaître un peu mon pays, mon territoire, et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs vous venez de l'évoquer avec les sans-étiquettes, je crois que les sans-étiquettes, comme l'on dit, ont fait une apparition assez importante sur la scène politique depuis quelques années. Donc ça c'est un des aspects que j'ai pris en compte, et surtout, mais ce n'est pas le seul, je pense que en Guyane... Ça fait partie de l'évolution politique? Ce n'est pas un problème. On peut considérer que ça fait partie de l'évolution politique, mais ce que je crois, c'est que c'est quelque chose qui tient, c'est une caractéristique de notre société, qui est fondée sur la proximité et la convivialité. Vous le savez très bien, vous, Gilles Vernet, qui êtes un observateur, c'est que tout le monde se parle en Guyane, même lorsqu'ils sont dans des camps différents, et vous avez certainement dû assister à de nombreuses reprises à des discussions entre des gens supposés adversaires politiques. Je crois que ce qu'il y a de commun dans toute la Guyane, et surtout chez ces hommes, ces élus politiques, c'est l'amour de ce territoire et la volonté que chacun a de changer ce territoire. Et c'est cela qui m'anime, et je crois que le meilleur choix que l'on puisse faire, c'est de fédérer, de passer au-delà des clivages partisans, des étiquettes politiciennes, pour aller fédérer les gens sur le même désir, celui de voir la Guyane changer. On a bien compris votre philosophie. Quelle est la particularité de ces élections?
Qu'est-ce qui doit primer, selon vous, chez un candidat? L'expérience? Pas seulement. Je crois que c'est disons, un ensemble de caractères, de caractéristiques, de critères, de paramètres. Il y a des valeurs, des convictions qui doivent être attribuées au candidat. Il y a aussi, non pas un projet ni un programme, mais des orientations et des valeurs très fortes. C'est ce que je crois. Je crois qu'aujourd'hui, le sénateur, ce n'est pas un élu qui apporte un projet ou un programme. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit être le défenseur des collectivités territoriales. C'est surtout la mission première d'un sénateur. Et vous savez, le Sénat, généralement, est saisi en premier dès qu'il y a un texte de loi qui concerne les collectivités. Ceux qui viennent avec des programmes en tout faux? Je sais pas, ils ont le droit, c'est un choix. Je crois, personnellement, moi je ne crois pas à ces histoires de programmes. Je crois qu'il y a des orientations politiques fortes que l'on doit avoir. Et à mon sens, pour ce qui concerne la Guyane, l'orientation que l'on doit choisir désormais, c'est de savoir, dans le contexte particulier dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire celui d'un basculement institutionnel, de savoir comment nous allons travailler, et plus particulièrement comment le sénateur va travailler, pour que la Guyane se voit enfin attribuer les compétences dont elle a besoin pour maîtriser son développement. C'est cela le plus important. Vanessa. Oui, alors nous avons posé la question à M. Patient hier. La transparence du patrimoine des élus doit être déposée en préfecture. Pouvons-nous connaître l'étendue du vôtre? Mais vous n'avez pas à connaître, enfin si, vous le connaîtrez, puisque la haute autorité pour la transparence de la vie publique, c'est une obligation. Donc on ne peut pas se présenter, j'ai déjà déposé, bon, vous pouvez le consulter, puisque c'est consultable. Alors je n'ai pas à étaler ça devant le public, puisque tout le monde peut le consulter. Et je ne crois pas, non mais je ne crois surtout pas, c'est pas que je refuse de le faire, c'est pas du tout, puisque c'est une obligation. C'est une obligation, donc je m'y soumets bien volontiers, sinon vous ne pouvez pas être élu, ni être candidat. On peut vous démettre de votre fonction si vous ne faites pas cette déclaration. Donc vous pouvez aller sur le site de la haute autorité pour la transparence de la vie publique et voir, puisque en ma qualité de président de l'EPAG, j'ai d'ores et déjà fait cette déclaration. En ma qualité de premier vice-président du conseil régional, j'ai fait en son temps une déclaration du patrimoine que j'ai. Alors si j'ai l'air d'être riche, je vous rassure, ce n'est pas le cas. L'expérience politique, c'est important. Il y a des codes, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Jamais maire, ni député, ni président de collectivité. Ça peut aider tout ça aussi pour être sénateur demain? Non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. Peut-être que c'est parce que c'est fréquent. Mais je ne pense pas qu'il faille se baser sur ce genre de choses pour dire voilà les qualités qui sont requises pour un sénateur. Ce que je crois, je crois au débat d'idées, aux valeurs, aux orientations que l'on porte. C'est cela qui est important. Il s'est passé un certain nombre de choses depuis quelques années. Une nouvelle génération d'élus apparaît. Un renouvellement, je ne dirais pas forcément une nouvelle génération, mais il y a des élus qui apparaissent, qui sont un peu plus engagés, peut-être plus impliqués, peut-être mieux formés. Je crois que c'est cela qui est important, c'est les projets que l'on porte, les orientations majeures que l'on porte pour ce territoire, savoir, dans le cas du sénateur, quel sera le rôle du sénateur, quelles idées il va porter pour défendre les communes. Moi, ce que je porte comme idée, c'est la volonté de refonder le local. Ne pas laisser les communes seules face à face, dans la mesure où, avec la collectivité territoriale de Guyane, il y aura un échelon qui va disparaître, celui du canton. Ne pas laisser donc seules les communes face à une collectivité territoriale. Cette relation frontale risque d'apporter peut-être un risque d'assujettissement ou de tutelle de la collectivité territoriale sur les communes. Théanie? Eh bien, une question toute simple. Pourquoi avoir choisi d'être un candidat sans étiquette? Parce que je l'ai dit, parce que je souhaite fédérer le maximum de personnes. Je crois que, et mon expérience le fait, puisque si vous n'étiez pas peut-être encore née, peut-être jeune fille, c'est que j'étais le principal rédacteur du rapport des États généraux et du pacte de développement. Ces États généraux ont été un moment particulier de la Guyane, de demande de changement institutionnel, moment particulier qui a vu l'ensemble de la classe politique de Guyane se rassembler autour d'un projet pour le territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte de basculement, de réforme territoriale que le président Hollande conduit, que c'est le moment pour la Guyane d'aller demander de manière claire et de manière concertée avec les principaux parlementaires, de demander qu'enfin, on attribue à la Guyane les compétences dont elle a besoin pour maîtriser son développement, maîtriser ses ressources naturelles, aussi bien le minier que la biodiversité. Vous savez, il y a un problème très simple, c'est ça, parce qu'on part, on fait de la politique à partir du réel.
Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une croissance. Ne vous étendez pas trop, chef Saint-Inoué. Une croissance démographique exceptionnelle. Vous m'avez invité, monsieur Vernet, pour que j'expose mes idées. Ben, nous les exposerons pendant les 3 minutes qui viennent, monsieur Vernet. J'ai d'autres questions. De me laisser parler. Ben, vous me posez beaucoup. Donc, il y a une croissance démographique très forte. Et on voit aujourd'hui, et tout le monde le sait, qu'il y a une diminution drastique des recettes budgétaires et des dotations que l'État va attribuer aux collectivités. Il faut donc trouver des solutions, parce que qu'est-ce qui se passe? On a une croissance démographique et des ressources de plus en plus réduites. Comment va-t-on faire pour construire des lycées? Il y a des lycées, et le nombre de lycées, d'établissements scolaires, collèges, écoles maternelles et primaires, qui sont indispensables à la formation des jeunes qui sont sur ce territoire. Il faut trouver les financements. Et ça sera votre combat, si vous êtes élu? Ce sera mon combat et pas le seul. Il y en a bien plein d'autres à mener. 3 questions en 3 minutes. Pourquoi votre candidature aujourd'hui, Jocelyn Autinoé? Parce que, après une expérience passée dans la fonction de vice-président, je me suis vraiment frotté aux ennuis, aux difficultés, aux contraintes que connaissent notre territoire, que connaissent nos territoires communaux. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le territoire régional est composé de 22 territoires communaux et chaque territoire communal a une problématique particulière, une identité et des potentiels. Et c'est cela qu'il faut développer. Vous êtes premier vice-président de la région Guyane, pas de soutien du président, un handicap? Je n'ai pas demandé, vous n'écoutez peut-être pas ce que je dis, je vous rappelle que je n'ai pas demandé de soutien à personne. Je veux être un candidat indépendant, libre d'attache partisane pour mieux fédérer. Je sais très bien que si je me représentais comme candidat de tel ou tel parti ou mouvement, je provoquerais certainement des réticences. Vous n'êtes pas obligé de demander, on peut vous soutenir sans avoir à demander. Absolument, mais librement, de la même manière que ma candidature a été libre, les gens sont libres de me soutenir parce que je présente un certain nombre d'idées qui, me semble-t-il, correspondent aux volontés de notre territoire. La collectivité unique pointe son nez, vous avez hâte d'y être? Non, écoutez, chaque combat en son temps, chaque chose en son temps, la collectivité unique, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, elle est apparue en 2010, on nous a dit qu'elle émergerait en 2011, puis en 2012, puis en 2014 et maintenant en 2015. Donc vous savez, d'ailleurs, cette situation était particulièrement détestable. Cette instabilité dans laquelle on se trouve électorale, c'est détestable pour mettre en place une collectivité dans les meilleures conditions. Très bien. Vous êtes serein pour le vote dimanche? Je suis serein, je crois, quand on se bat livrer bataille, on va livrer bataille pour gagner. Mais on sait qu'il y a 2 chances. On gagne ou on perd. Donc il faut s'y préparer, c'est tout. J'aime bien votre philosophie. Merci Jocelyn Autinoé, notre premier invité et premier candidat de la soirée, puisqu'on va recevoir un deuxième tout à l'heure, c'est Gamal Hossein-Bux, d'Hiver Droite. Ça sera juste après notre série de chroniques, juste après le rendez-vous de ce soir, 20h en prime, Dom Laquezotte. On regarde. Sylvie, comment te tombes dans sa métier? Aïe, aïe. Moi, t'en veux parce que moi, sa génération, à l'époque, mercredi, la petite maison dans la prairie, le samedi, Dallas, le dimanche, les films cow-boys. Donc tout ça, ça a influencé. Je suis la présidente du Grage. Je suis là pour défendre les agriculteurs, notre tradition aussi, pour faire valoir, pour faire reconnaître et faire valoir notre production. Aujourd'hui, il y a 3 ateliers. Il y a l'écaille, c'est l'atelier principal. Il y a aussi les fleurs, avec des anthuriums et des roses de porcelaine. Et il y a des chèvres, des cabrites, comme on dit. Des mots, des mots. Tiens, je préfère que tu donnes toi. Pas mis ces mots, des mots. Il faut regarder si le salarié a un petit bobo, il faut qu'il mette des gants. S'il est enrhumé ou bien qu'il tousse un petit peu, il faut mettre le masque. Il y a des règles d'hygiène à respecter, mais... C'est super strict, toi. Oui, c'est super strict. À partir du moment où on va sur la grande distribution, c'est normal, je trouve, qu'il faut pouvoir sécuriser le produit. À savoir que les cailles ne voyagent pas. Hein. Les cailletos, on les appelle les petits, on les appelle des cailletos. Donc ils ne voyagent pas. Donc il faut vraiment faire la reproduction sur place. Déjà, j'alimente 3 boutiques de fleurs. Une à Kourou, une à Montjoly.
Voilà pour Dom Laquezotte tous les soirs en prime à 20h sur ATG, présenté par Dominique Nugent, ce soir avec Sylvie Hort. Gamal Hossein Bux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. On va vous poser des questions pendant 10 minutes et ça sera juste après Vanessa et Théanie. On y va. Vanessa, dites-nous tout. Oui, Gilles, Théanie, que diriez-vous de faire votre marché sans bouger de chez vous? Ah, je dis oui. Quoique faire du sport, ça fait du bien, il faut bouger un petit peu, mais je dis oui pour cette fois. Alors, c'est l'idée géniale qu'a eu Mathieu, 29 ans, jeune entrepreneur guyanais. Donc, je vous propose de le suivre lors d'une livraison vendredi dernier. Alors c'est très simple, il y a un site internet, vous vous rendez sur celui-ci, vous commandez et vous livre à domicile. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, juste devant la gendarmerie de Kourou vendredi dernier. Et je vous laisse écouter tout de suite Mathieu qui nous explique son projet et son concept. Je suis Mathieu, le gérant de l'entreprise Fresh Adom, qui a été créée en mai 2014. Donc le concept consiste à proposer aux clients la livraison de paniers de fruits et légumes. Donc l'offre se décompose en deux grandes catégories. Donc les paniers précomposés, donc avec différentes tailles, différents prix, donc du panier familial au panier solo, et le panier à la carte qui donne la liberté au client de choisir tout ce qu'il veut comme produit, la quantité qu'il veut. Voilà. Message à faire passer aux jeunes en général? Oui, le message que j'ai à faire passer, c'est tout simplement nous avons de la chance d'être dans un département où il y a tout à faire. Où encore la Guyane, c'est un territoire vierge. Les besoins sont importants. Mais voilà, je me suis lancé et voilà, je conseille à tous les jeunes qui veulent créer, qui ont un projet, de prendre leur courage à deux mains, de se rapprocher des institutions qui peuvent les aider. Voilà, nous sommes jeunes, le pays est à nous. Donc autant travailler, essayer d'apporter au maximum pour développer l'activité dans notre territoire. Donc vous l'avez compris, le but c'est de vous livrer à domicile et de consommer local. Les fruits et légumes viennent des producteurs locaux et de consommer mieux évidemment dans le cadre du développement durable. Donc je rappelle l'adresse www.freshadom.com. Le site est ouvert depuis ce week-end, donc vous pouvez commander et vous faire livrer. Dans quelle région de la Guyane? Partout, jusqu'à Saint-Laurent. Partout jusqu'à Saint-Laurent. Bravo en tout cas pour cette belle initiative. Vous avez remarqué entre Vanessa et Théanie, c'est vous montrer toutes les initiatives des jeunes Guyanais qui vont de l'avant. Voilà, c'est aussi le but du rendez-vous de l'info. On veut montrer tout ce qu'il y a de positif dans ce pays. Et s'il y a une polémique, eh bien on en parle aussi ici. De polémique, il en est question justement sur la même thématique un petit peu, égalité homme-femme avec Théanie, le vibrant plaidoyer féministe d'Emma Watson. Théanie, ça fait beaucoup de bruit. Oui, beaucoup de bruit puisque l'actrice britannique qui a été rendue célèbre par le rôle d'Hermione dans Harry Potter est au cœur, on va dire, d'un scandale. Oui, enfin, un scandale qui est un peu poignant, mais... oui. Puisqu'à la base, elle a juste pris position pour des idées qu'elle souhaite défendre et puis que tout se retourne un peu contre elle. Donc je vous laisse regarder un petit extrait du discours qu'elle a tenu dimanche 20 septembre à la... Today, à l'ONU. We are launching à l'ONU, a campaign called He for She. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. And we don't just want to talk about it. We want to try and make sure that it's tangible. Comme vous pouvez le voir, c'est ce premier discours, si vous voulez, et la première conférence de ce genre à l'ONU. Elle a été nommée donc présidente et ambassadrice de l'ONU, qui est une agence des Nations Unies qui est cette fois consacrée à la femme et aux libertés de la femme. Donc elle a été nommée depuis 6 mois, donc pour vous dire que c'est un grand challenge qu'elle a dû relever en ce dimanche,
puisqu'elle a pris position pour un combat qui est toujours très compliqué. Le féminisme est souvent associé à des idées impopulaires, puisqu'on associe souvent à la haine par rapport aux hommes. Donc elle a bien fait un rappel dans son discours que le féminisme est la croyance entre les hommes et les femmes qu'ils devraient avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités. Donc suite à cette prise de position, elle a été au cœur d'un grand scandale sur la toile, puisque je pense, comme vous le savez tous, les fameux hackers qui ont réussi à pirater quelques photos de stars ont justement mis le grappin, si on peut dire, sur Emma Watson et ont lancé un compte à rebours sur Internet. Donc on devrait retrouver justement ces photos volées ce week-end pour une simple prise de position, qui apparemment n'a pas été très appréciée. Oui, des photos nues. On peut même retrouver sur la toile des commentaires assez méchants. L'un d'eux que j'ai pu retenir a été d'une personne qui était fan de l'actrice dans ses débuts dans Harry Potter, et que je cite, « Elle prononce des discours féministes stupides à l'ONU et maintenant ces nus vont se retrouver en ligne. » Bon, très bien. Pour vous dire. Alors, elle demande quand même, tout simplement, à gagner le même salaire qu'un homme. Donc je ne sais pas ce qui est difficile à entendre là-dedans. Si elle a le même diplôme, si elle fait le même travail, elle veut le même salaire qu'un homme. Donc sachez quand même. Et puis elle veut faire de son corps ce qu'elle veut. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Elle est allée peut-être un peu plus loin, mais là, avoir le même salaire qu'un homme sur le même diplôme, ça me paraît tellement logique. Oui. Ça n'a pas lieu de créer une polémique aussi violente. Oui. Voilà, Emma Watson, voilà, à suivre. On en a parlé ici dans le rendez-vous de l'info. Merci Théanie. De rien, Gilles. Allez, notre deuxième candidat au sénatorial, après Jocelyn Autinoé sans étiquette, nous recevons Gamal Hossein-Bux, d'Hiver Droite. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au rendez-vous de l'info. Vous étiez candidat aux dernières législatives. Votre candidature avait pour objectif de proposer un profond renouvellement de la classe politique de notre pays. De votre point de vue, est-ce que les choses ont changé ? Non, si je suis encore candidat au sénatorial, c'est qu'effectivement, elles n'ont pas changé. Vous voyez que dans cette élection, j'estime que ma candidature apporte une certaine justice. Lorsqu'on regarde un petit peu notre population, on estime qu'avec une candidature d'une personne qui a moins de 30 ans, moins de 35 ans, eh bien on arrive à tout simplement avoir une meilleure représentativité de notre population lors de ces élections. Donc ça n'a jamais été mon cheval de bataille, ma jeunesse. Mon cheval de bataille, c'est mes projets, mes convictions, mes valeurs. C'est celle-ci que je suis venu défendre encore une fois dans ces élections. Vous disiez aussi élire des hommes capables de mener des actions politiques dans une démarche constructive en dépassant le clivage gauche-droite. Là encore, est-ce que vous sentez aujourd'hui, même si certains candidats se disent sans étiquette, on sent quand même qu'ils sont plutôt à droite, plutôt à gauche. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a une nouvelle génération de gens vraiment, ce que vous disiez, ce fameux clivage gauche-droite, ça existe vraiment ou pas ? Je pense que lorsqu'on explique qu'il y a un clivage gauche-droite, ça représente un certain nombre de valeurs, de convictions qu'on partage. Mais aujourd'hui, effectivement, sur énormément de points, on se rejoint. Et lorsque j'avais fait cette intervention, cela sous-entendait que plutôt que de mettre en évidence nos différences, il est plus intéressant de se rejoindre sur nos points communs et alors travailler sur nos points communs et voir dans quelle mesure on peut travailler pour l'intérêt général. Donc c'était pour justement éviter d'avoir des intérêts partisans qui n'ont qu'un seul objectif, la communication sur l'étendard, sur la couleur politique. Et c'est dans cet esprit que j'avais prononcé cette citation. Ça reste toujours le cas. Aujourd'hui, je ne veux pas travailler sur nos intérêts divergents, je veux travailler sur nos intérêts communs et dans l'intérêt général des populations et bien sûr à travers les institutionnels qui sont les municipalités. Alors bien sûr, là c'était les législatives, tout le monde pouvait voter. Là il s'agit de sénatoriales. Ce sont les grands électeurs qui votent. Pour aller dans une élection, il faut des soutiens. Qui sont-ils, vous concernant ? J'ai la chance d'avoir des grands acteurs politiques de la droite guyanaise, Monsieur Bertrand, le maire de Saint-Laurent, qui a gagné ses élections avec un score qui n'avait jamais été enregistré depuis 1983. Il a regagné encore la CCOG, c'est l'homme fort de l'Ouest et l'un des grands acteurs politiques de droite.
que nous avons en Guyane. Ensuite, effectivement... Soutien officiel? C'est un soutien officiel, oui, totalement. Effectivement, c'est un soutien officiel. Ça a été dit dans les antennes radio. Ouais, j'essaie bien de répéter. D'accord. Ensuite, eh bien, toute la famille de droite, tous les grands acteurs du centre droit et même de sensibilités différentes qui se sont joints à cette candidature, qui travaillent dans ce sens-là. Je ne suis que le représentant de ce groupe de personnes. À gauche, personne? Excusez-moi? À gauche, personne? Si, entre autres. Pas de soutien officiel, mais des soutiens officieux. Donc... Des coups de fil à la maison? En effet. Bon, d'accord, très bien. Théanie? Malgré votre jeune âge, vous avez 25 ans, si je ne me trompe. 26. 26, Ouais. on y était presque. Quelles ont été vos motivations? Vous avez participé aux législatives, vous vous présentez au sénatorial. Qu'est-ce qui motive une personne aussi jeune à faire de la politique? Oui, voilà, à faire de la politique. Je pense que nous avons tous intérêt, tous, en tant que nous sommes, à participer, à tout simplement défendre notre vision pour la Guyane. Je ne veux pas rester en marge de ce que sera la Guyane de demain. J'ai envie de participer à sa construction, au visage qu'elle va arborer, tout simplement. Et c'est vrai que aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans beaucoup de politiques qui sont actuellement présents sur la scène politique. Je conçois que l'homme politique doit être un peu un chef d'orchestre. On ne lui demande pas d'avoir toutes les compétences, d'être le meilleur des pianistes, des violonistes ou des trompettistes. On lui demande d'être une colonne vertébrale qui sera, en tout simplement gérant les meilleurs, dégager une action harmonieuse. C'est comme ça que je conçois ma politique. De plus aussi, effectivement, je pense que malheureusement, on ne s'appuie pas souvent sur le savoir empirique des populations, des institutionnels, à savoir leurs observations et leurs expériences. Malheureusement, dans notre département, on passe bien souvent là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on met en place des réglementations? Eh bien, on prend un obscur rapport qui a été fait par un sociologue qui est dans l'Hexagone. Et à ce moment, ce sociologue, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse des chiffres, des statistiques, il met en place un rapport. Et nous, à partir de là, on réglemente la vie de personnes qui ont des difficultés bien spécifiques. Et je trouve que c'est aberrant, effectivement. C'est pour me battre contre ce système que je viens dans ces élections. Ce discours-là, qui est-ce qui l'entend? Pourquoi ça ne fait pas plus écho? C'est un discours qui paraît logique et pourtant on sait qu'il y a un écho lorsqu'on se présente justement à une élection, on voit le nombre de personnes qui votent pour vous. Est-ce qu'autour de vous, vous rassemblez de plus en plus à chaque fois que vous vous présentez quelque part? Déjà, je n'ai que 2 ans dans ma carrière politique réelle où je suis exposé. C'est la deuxième fois, là? C'est la deuxième fois. Est-ce que vous sentez un engouement autour de vous? Est-ce que de nouvelles personnes viennent vous rejoindre? Vous voyez bien, si on a le soutien d'un homme comme M. Bertrand, c'est que lui, justement, a compris le devoir aujourd'hui de certains grands hommes politiques. Il a compris le devoir de transmission, le devoir d'accompagnement. Et il fait ce rôle-là. Il l'a totalement compris. Il appuie ma candidature et est une personne importante qui participe aussi à mettre en place un projet et qui participe avec nous. Donc vous voyez comme quoi, quand je m'étais présenté en 2012, je n'avais pas de tel soutien. Aujourd'hui, j'en ai. Et fur et à mesure, effectivement, on gagne. Et je pense que les populations sont contents d'entendre un discours vrai, logique et basé sur le bon sens. Parce qu'à un moment donné, il suffit que certains technocrates continuent malheureusement à distiller leur théorie. Et à un moment donné, il faut s'appuyer sur nos populations, ce qu'elles connaissent, leurs connaissances. Vanessa. Que pensez-vous pouvoir apporter face à l'expérience de Jean-Étienne Antoinette ou de Georges Passion qui sont là depuis plus longtemps que vous? Alors vous savez, ça c'est excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais ça c'est un problème typiquement français, dans le sens du terme. Je prends l'exemple d'Obama, qui n'a été que sénateur pendant 4 ans, il n'a jamais occupé de fonction d'État, et il s'est présenté à la plus haute magistrature du pays le plus puissant, économiquement, militairement, et ça ne pose de problème à personne. Aujourd'hui, je pense qu'il faut tout simplement réactualiser. Qu'est-ce que c'est l'expérience? Toute personne qui se lève le matin, qui va gagner son pain et elle acquiert des compétences. Est-ce qu'on peut décemment dire non, vous n'avez pas les compétences pour vous présenter à une élection? Non. Cette personne, elle peut se présenter à n'importe quelle connaissance et elle a un savoir à partager. De plus, je pense que effectivement, je suis jeune, mais justement, j'ai une autre manière, une nouvelle vision de la politique. Pour moi, le sénateur, il faut redéfinir, réinventer le rôle et l'attitude du sénateur. Aujourd'hui,
ce qui ne me plaît pas, c'est que malheureusement, si on a de réelles convictions, on se doit de les défendre sur tous les fronts et par tous les moyens. On ne cloisonne pas sa vision et ses engagements pour la Guyane. Ça veut dire, je suis sénateur, mon champ d'intervention c'est de C à D et moi je me contente de ça. Non, si on est réellement engagé, si ce sont réellement nos valeurs, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va, si c'est faire du militantisme primaire, sans le côté péjoratif, si c'est aller taper à la porte des services de l'État, si c'est tout simplement descendre dans les rues aux côtés des associations, aux côtés des entrepreneurs, aux côtés des municipalités, on se doit de faire ce travail-là. Et c'est ça que je veux redéfinir, réinventer le rôle du sénateur. Gamal Hossein-Bux, il nous reste à peine 3 minutes. Les sénateurs doivent présenter pour la première fois leur compte de campagne. Vous investissez combien d'euros sur ces élections? Ah nous, malheureusement, nous avons, comme c'est une campagne qui est supportée par comment dirais-je, la plupart sont des amis, sont des soutiens, nous avons, je pense que nous allons pas dépasser. Vous avez droit à 24 000 euros. Voilà, c'est 26 000. 26 000. Voilà, on sera à la moitié, en dessous de la moitié, largement. On va déposer nos comptes de campagne qui seront validés le 15 décembre. Et on sera à la moitié, je pense. C'est pas fini encore, donc il y a des dépenses qui seront engagées. On peut être jeune et avoir plus de patrimoine que nos anciens. Votre patrimoine également, normalement vous avez déposé en préfecture. Vous possédez de grandes villas, beaucoup de voitures d'ici? Non, malheureusement, pas encore. Et contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, j'aimerais dire à la jeunesse guyanaise qu'il n'y a pas de honte à avoir de l'ambition. Si on veut avoir de l'ambition pour les autres, il faut avoir de l'ambition pour ce personnel. Donc demain matin, moi vous savez, je suis très culture américaine et effectivement, demain matin, qu'un homme, un symbole, un homme de 26 ans, il ait réussi à accumuler une fortune à 26 ans, pour moi ce serait un symbole. Et justement, je souhaite que la plupart des jeunes de Guyane comprennent qu'il faut avoir de l'ambition et qu'il est important. Il n'y a rien de mal à être riche, contrairement à ce qui est distillé dans la pensée générale. C'est très rare ce genre de discours-là. Je ne parle pas en Guyane, mais en France en général. Et effectivement, donc on sent cette nouvelle génération-là. Quel est votre projet pour la Guyane? Vous êtes élu dimanche. Est-ce que vous avez un projet, même si on sait qu'un sénateur, il y a des choses, on défend bien sûr les combats des collectivités, mais est-ce que vous avez un projet en particulier? Alors effectivement... Ça sera ma dernière question. Donc moi, mon projet, c'est tout simplement... mon projet, c'est de dynamiser le tissu économique, parce que c'est à travers le tissu économique qu'on va pouvoir lutter contre le chômage et résorber les problèmes de cohésion sociale que nous rencontrons, mais pas que. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à financer des écoles, si on n'arrive pas à aménager notre territoire, c'est parce que tout simplement, nous avons un problème de financement de ces aménagements. Aujourd'hui, il faut légiférer pour permettre à la loi Girardin de pouvoir, par exemple, avoir des défiscalisations possibles sur les aménagements du territoire, ce qui n'est pas aujourd'hui possible. Donc je pense qu'on devrait étendre le domaine d'application par exemple de la loi Girardin pour que des partenaires privés publics puissent directement soutenir ce type d'investissement et aménager notre territoire en anticipant les besoins à venir et non les défaillances présentes de ces aménagements. Merci beaucoup Gamal Hossein-Bux. Je rappelle, vous êtes candidat au sénatorial et on sera là bien sûr avec les caméras d'ATG pour suivre le résultat. Voilà pour nos deux candidats pour ce soir. Demain, un autre candidat pour la première partie du rendez-vous de l'info. Nouvelle émission ce soir, ça sera juste après le Dôme Lac-et-Zot avec un nouveau visage que vous allez découvrir ce soir. Elle s'appelle Laetitia et présente Attitude Mag. Extrait. Il n'y a pas si longtemps, un Guyanais était obligé de quitter son pays pour faire des études. Aujourd'hui, les choses commencent à changer. Ce soir, dans Attitude Mag, Laetitia reçoit des étudiants et la directrice de l'école de commerce EGC. Attitude Mag, ce soir à 20h15 sur ATG. Voilà pour tous les rendez-vous ce soir sur ATG. Merci Théanie, merci Vanessa. Et on remercie nos deux futurs sénateurs, on ne sait pas, hein, avec notamment Gamal Hossein-Bux et Jocelyn Otinoé. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour vous donner rendez-vous demain dès 19h. Sans plus tarder, voici BFM TV.